Donc, Jennifer qui est en ligne va suivre la technologie. Donc, bienvenue à ce webinaire sur l'innovation sociale, Oser l'entrepreneuriat collectif. Je vais juste, avant qu'on embarque comme tel, oui, vous voyez qu'il y a une boîte de conversation que tout le monde peut voir. Ça va être très, très important tout au long de la conférence que vous écriviez vos questions. Une bonne partie du contenu sera donnée par moi. Une autre partie du contenu sera donnée aussi par Julien Jérémy du Conseil de la coopération de l'Ontario qui pourra se présenter tout à l'heure. Mais au moins, si vous écrivez vos questions au fur et à mesure, Julien pourra les colliger, les poser au bon moment et à la période de questions, vous pourrez aussi, via le téléphone, si vous avez d'autres questions, les poser. Donc, on se retrouve le 1er octobre à ce webinaire sur l'introduction aux entreprises sociales. Et si vous voyez en haut de votre écran, vous avez un petit bonhomme. Si vous pesez sur la petite flèche, le petit bonhomme, il peut lever la main. Il peut être en accord avec ce que l'on dit. Il peut être en désaccord. Il peut aussi donner des indications à Julien et moi de parler plus fort ou de parler moins fort. Donc, d'ailleurs, là, je parle pour expliquer la logistique de la chose. Donc, si vous m'entendez bien, vous ne faites rien, mais si je dois parler un peu plus fort, n'hésitez pas de l'indiquer. Après ça, vous pouvez aussi rire et applaudir. C'est ça la magie de l'Internet. Donc, vous pouvez choisir le petit icône qui vous plaît. On vous demandait aussi de mettre en silence vos haut-parleurs sur votre ordinateur ou des haut-parleurs extérieurs à votre ordinateur, sauf si vous êtes un groupe de personnes. Il y a quelques personnes qui suivent le webinaire avec plusieurs personnes avec eux, donc bienvenue tout le monde. Et à ce moment-là, c'est libre à vous. Si vous êtes au téléphone, on vous propose de faire étoile 6 pour vous mettre en silence et encore étoile 6 si vous voulez revenir en ligne pour parler comme tel. Et là, Patrice vient d'écrire qu'il vient de perdre la connexion. Donc là, les gens, vous vous êtes rebranchés? Oui. OK, donc juste avant de commencer, je pense que si rapidement, on peut juste dire nos noms, on va voir comment ça fonctionne. Donc, moi, je suis Ethel Côté. Bienvenue à ce webinaire, le premier de 8 webinaires offert par la Constellation rurale des entreprises sociales de l'Ontario, qui est un projet aussi qui est réalisé en lien avec l'infrastructure et investissement pour les entreprises sociales en Ontario. Et bienvenue à ce webinaire. Julien, ton nom, le nom de ton organisme, puis tu pourras te présenter un petit peu plus tard. Puis après ça, juste les autres personnes, s'il vous plaît, vos noms. On va voir si tout le monde, on vous entend, et deux, si vous nous entendez. Oui, bonjour tout le monde, ici Julien Jérémy, directeur de développement avec le Conseil de coopération de l'Ontario, puis je vais être aujourd'hui le co-hôte avec Ethel pour ce premier webinaire. Merci. On continue? Paul Geoffrion, Centre culturel Les Trois Petits Points à Alexandria. Merci, Nicole. Une autre personne? Allez. Le sud de l'Ontario, est-ce qu'on a d'autres personnes? Sinon, on va aller dans le nord. Allô, bonjour, Élodie Bédoué, directrice générale de l'Association des francophones du nord-ouest de l'Ontario. Okay. Je crois qu'il y a quelqu'un de Hearst ou Timmins. Danielle Proux-Dubois, les entreprises format jeune à Hearst. Parfait. Il y a des gens de Sudbury. Julie Roy, adjointe administrative, agente de communication du Conseil de la coopération de l'Ontario. Excellent. Quelqu'un d'autre de Sudbury? Ian Carlisle, CCO. Une autre personne de Sudbury, je crois. Alexandro Findori, CCO, Sudbury. Merci. Je crois qu'on a... il y a Toronto. Ah, peut-être que Nicole Hélène, elle a sur silencieux. Elle est à Toronto, elle a un petit café, puis elle invitait les gens aussi à venir voir le webinaire à son café. Et en Alberta, est-ce que vous pouvez vous présenter?
En Alberta, Patrice Gauthier du Conseil de développement économique de l'Alberta. On est l'organisme porte-parole pour le mouvement coopératif francophone en Alberta. Et on est en train d'envisager beaucoup de projets par rapport à l'entreprise sociale. J'ai Véronica qui est avec moi, il y a Marc, on attend Alain de la CFA provinciale et puis Mirande aussi de l'Association des juristes. Merci, Patrice. Il y a, je crois, un autre site. Suzanne, on a eu, je pense, un problème de téléphone. Suzanne est partie, mais elle devrait être de retour bientôt. Oui, bonjour. Bonjour, Suzanne. Oui, j'avais perdu la ligne. Je suis revenue. Bonjour à tout le monde. Suzanne Prévost, directrice du développement rural, territoire du Nord-Est Alberta pour le CDEF. Super. Est-ce qu'il y a un autre site en Alberta? Il y a Erwan à Calgary qui devrait se connecter sous peu. Je l'ai vu, Erwan, tu es là. Tu veux te présenter? Ou peut-être qu'il y a un problème avec la ligne. Mais il est en ligne. Donc, j'ai déjà expliqué un peu la plateforme. N'oubliez pas la boîte de conversation qui est le chat box. Vous pouvez vous présenter et vous pouvez tout au long du webinaire poser vos questions à n'importe quel moment. Que ce soit Julien ou moi, on va suivre assidûment cette boîte-là. Il y a une période de questions à la fin. C'est de midi à 13h. Donc, on se lance à la bonne franquette. Et l'information qu'on vous passe, c'est vraiment de l'information qui est applicable pour toutes les régions ontariennes parce que ce n'est pas le webinaire ontarienne et du Canada, parce que ce n'est pas le webinaire sur les structures légales. Où est-ce que là, c'est sûr qu'on va regarder les lois, surtout en Ontario, mais on va aussi regarder les parallèles dans les autres provinces aussi, si jamais vous vous êtes inscrits aux différents webinaires. Mais là, c'est vraiment l'introduction pour les entreprises sociales. Il y a une variété de partenaires qui se sont associés pour développer un contenu, mobiliser les partenaires, soutenir le développement rural et régional. Donc, à la gauche, vous avez comme une genre de colonne et ça, c'est vraiment les partenaires de la constellation rurale des entreprises sociales en Ontario. On s'est rendu compte qu'au niveau rural, il fallait vraiment que les gens soient mis en lien, puis on s'est rendu compte aussi qu'il fallait développer un contenu approprié au milieu rural, que les outils en développement économique et en entrepreneuriat, de quel acabit ce soit, quand c'est en milieu urbain, ce n'est pas toujours transférable en milieu rural. Il y a le projet infrastructure des entreprises sociales en Ontario qui nous a permis, nous, en Ontario, à lever le voile sur comment, quelle est la force là et quelles sont les statistiques qui documentent cette force économique-là. Donc, on a fait des statistiques et tout ça. Puis là, il y a une variété de partenaires, dont le Réseau canadien de développement économique communautaire qui est aux deux endroits. Ce qui est intéressant, c'est que c'est soutenu par la Fondation Trillium de l'Ontario, qui est un partenaire depuis au moins 6-7 ans du développement de l'entrepreneuriat collectif. Et au cœur de la diapo, vous voyez les partenaires francophones. Parce que nous aussi, en Ontario, ce n'est pas le Conseil de la coopération de l'Ontario est la porte d'entrée de l'économie sociale, des entreprises collectives, qu'elles soient coopératives ou sociales, les organisations sans but lucratif en affaires, on en parlera tout à l'heure, mais aussi que ce soit Réseau Ontario, l'Assemblée de la francophonie, les minorités raciales avec l'Union provinciale des minorités raciales et Entreprises sociales Canada, on s'est associés pour promouvoir et aller de l'avant avec un événement comme ça. C'est 8 webinaires. Et à tout moment donné, si vous m'entendez mal, n'oubliez pas qu'il y a le petit bonhomme en haut. Si je dis des choses intelligentes, vous pouvez m'applaudir. Mais si je dois parler moins fort ou plus fort, vous pouvez aussi choisir l'icône appropriée au petit bonhomme en haut et je saurai s'il faut améliorer ou diminuer ou augmenter le ton. Quand on dit pour les 8 webinaires, c'est un contenu nouveau et amélioré, c'est sûr qu'on ne réinvente pas un contenu pour le développement d'entreprises sociales. Si vous avez déjà participé à un atelier sur le sujet, il y a des diapositives que vous allez sans doute revoir, mais on les a vraiment actualisées, que ce soit pour les différents webinaires. On a vraiment fait un effort d'aller plus loin, entre autres de se poser les questions pour vrai, comme exemple le 12 novembre, quelles sont les conditions au niveau régional, local et municipal pour vraiment soutenir l'entrepreneuriat social. Quand on parle des structures et gouvernance des entreprises sociales, entreprises collectives, encore là, on étire l'élastique parce qu'on sait que dans différentes provinces, il y a même des structures hybrides qui prennent forme. Quand on va donner des exemples d'entreprises sociales à succès, on va vous donner différents modèles et encore là, ce sera les gens qui les gèrent, qui les ont développés, qui pourront vraiment vous partager un contenu approprié. Tout ça pour dire que si vous êtes inscrit
juste à aujourd'hui, merci beaucoup d'être là. Et il n'est jamais trop tard pour s'inscrire pour les autres. Et si jamais dans votre communauté, vous entendez des gens qui n'ont pas la capacité de s'inscrire à cause des frais, s'il vous plaît, leur demandez de m'écrire directement. On subventionne quelques entrées. Donc, je suis tel côté, je suis du Centre canadien pour le renouveau communautaire et personne ressource praticienne terrain dans le projet de la constellation rurale. Et sur ce, je vais passer la parole à Julien. Alors, merci Ethel pour les petites remarques introductives. Je vais essayer de démarrer ma caméra aussi, comme ça vous allez voir ma face. On va te voir la binette. Ah, ben bonjour Julien. Ben voilà. Donc, effectivement, aujourd'hui, le but de l'atelier, c'est vraiment de vous offrir une introduction pour l'entreprise sociale, puis de vous aider un peu à définir c'est quoi une entreprise sociale et c'est quoi aussi les différents appuis que vous pourriez recevoir dans le démarrage de votre projet d'entreprise sociale. Nous, au Conseil de la coopération de l'Ontario, donc l'organisme pour lequel je travaille, on a une cinquantaine de projets sur lesquels on travaille en ce moment à travers la province de l'Ontario. Puis ce sont principalement des projets à la fois de coopératives ou d'entreprises sociales. Donc la façon dont notre mandat a été défini, c'est que initialement nous occupions des coopératives, puis nous avons élargi ce mandat-là il y a un an, donc en 2013, pour aussi inclure les entreprises sociales. Dans notre perspective, les entreprises sociales, ce sont à la fois les coopératives et des organisations sans but lucratif qui sont des entreprises sociales, puis on va en reparler dans quelques instants. Donc, je vais vous présenter un peu brièvement le mandat, la mission, la vision et les différents services de notre organisme que nous pourrions vous offrir, où que ce soit en Ontario. Puis ensuite, nous allons vous parler évidemment d'entreprise sociale, d'économie sociale, et nous allons terminer ce webinaire aujourd'hui par une période de questions. Merci Julien. Et pourquoi, habituellement quand on commence un webinaire comme ça, on prend le temps de vraiment expliquer c'est pourquoi que ça existe et comment on les développe. Mais à travers, ça fait bien des années que je suis là-dedans, et à travers le développement de l'entrepreneuriat collectif, d'un bout à l'autre du pays, on s'est rendu compte, et dans toutes les régions de l'Ontario, on s'est rendu compte qu'il fallait un écosystème pour développer et soutenir le développement d'entreprises sociales. Entre autres, il faut de la formation et de l'accompagnement. Il faut avoir de la recherche pour lever le voile sur cette force économique-là, des chiffres sur combien d'entreprises, combien d'emplois et tout ça, mais aussi du contenu pour faire la promotion, pour inciter les autres organismes qui se posent la question sur comment peut-être être plus entrepreneurs, comment se prendre à l'action, donc de promouvoir vraiment les histoires à succès. Il y a des défis de financement et d'investissement, que ce soit dans n'importe quelle région de l'Ontario et n'importe quelle région du Canada. Puis il y a un défi aussi de vendre nos produits et nos services sur le marché. Donc, dans l'écosystème, il nous faut des stratégies d'accès au marché. Finalement, on a besoin de stratégies, des cadres législatifs et réglementaires, que ce soit des lois, des politiques municipales, provinciales et fédérales, pour soutenir cette forme d'entrepreneuriat-là, comme d'ailleurs, il y a des cadres législatifs et réglementaires qui existent pour l'entreprise privée et même l'entreprise coopérative. Dans cet esprit-là, c'est pour ça que j'ai dit à Julien, prends 10 minutes pour vraiment nous présenter le CCO. Il l'a fait brièvement, mais et je sais qu'en Alberta, Patrice et ton équipe, vous faites à peu près la même chose, et sans doute mieux que nous aussi en Ontario, un petit sourire en coin, mais tout ça pour dire que si dans l'écosystème, il nous manque des éléments de l'équation, c'est sûr que ce développement-là va peut-être être un peu freiné. Donc, c'est important de mettre cette équation-là sur une diapositive et de comprendre que des organismes comme la CDEA et le CCO, dans nos contextes respectifs, sont capitaux pour soutenir ce développement-là et s'engager. Donc, une dizaine de minutes, Julien, puis après ça, je poursuis avec les entreprises sociales. Merci, Ethel. Donc, effectivement, le Conseil de la coopération d'Ontario, vous le voyez ici, engagé auprès des entreprises collectives francophones depuis 1964. Puis, on a fait fêter, je fais un petit aparté, là, mais on a fêté notre 50e anniversaire la semaine dernière, puis Ethel, tu étais présente. Plusieurs peut-être personnes qui sont sur la ligne étaient présentes aussi. Je sais que mes collègues à Sudbury étaient là, bien évidemment. Puis nous avons fêté ça en grand là, avec un congrès sur 2 jours, le 50e anniversaire de notre organisation. Donc notre mission finalement c'est quoi? C'est vraiment d'appuyer tous les projets collectifs qui sont en émergence dans l'Ontario francophone. Ces projets collectifs-là, bien souvent, peuvent se former sous forme de coopératives ou d'entreprises sociales, mais pas nécessairement. Et c'est dans notre logique aussi, dans notre culture, d'appuyer tous les développements là,
communautaires qui se font à l'échelle de la province lorsque ça se fait en français ou dans certains cas de façon bilingue. Donc on a 5 axes d'action prioritaires pour nous permettre d'accompagner ces différents projets collectifs. Le premier, c'est bien évidemment la promotion des formules coopératives et d'entreprise sociale. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans des contextes comme celui qui est présenté ici aujourd'hui, de faire des démarches d'éducation pour s'assurer que toutes les personnes en Ontario, en tout cas le plus possible, soient au courant de c'est quoi des entreprises sociales, c'est quoi des coopératives, puis c'est quoi ces différents, qu'est-ce que c'est que ça peut apporter dans nos communautés. La prestation de services aux membres aussi, parce qu'évidemment nous sommes un organisme sans but lucratif dont nous avons une membriété, c'est de leur rendre des services. Nos membres principaux, ce sont les caisses populaires de l'Ontario, des coopératives de l'Ontario, des entreprises sociales, mais aussi des individus qui croient dans le mouvement des entreprises collectives, que ce soit des coopératives ou des entreprises sociales. On continue aussi en faisant le développement de coopératives et entreprises sociales. Donc ça, c'est ce que je mentionnais un peu plus tôt. On travaille à ce moment-ci sur une 50aine de projets à l'échelle de la province, qui sont des projets collectifs dans certains cas, qui sont dans d'autres cas des projets d'entreprise sociale directement et dans d'autres cas encore des projets de coopératives. Ces projets-là, ça touche vraiment à tous les domaines. On parle de la petite enfance, on parle des services aux aînés, de services à domicile, de la santé, du logement, on parle de services funéraires, on parle de former les jeunes à l'entrepreneuriat, etc. Ça touche vraiment à tous les domaines, ce qui fait en sorte que notre organisme est vraiment impliqué sur pas mal de dossiers chauds à travers l'Ontario, sur tout ce qui se fait autour du développement économique communautaire. Pour poursuivre, on fait aussi effectivement la formation, recherche et information sur les formules. Qu'est-ce qu'on entend par formule? C'est évidemment pas les formules mathématiques, c'est plutôt les formules de l'entreprise sociale et des coopératives. Donc c'est de s'assurer qu'en Ontario français, on soit relativement innovant et créatif et aussi avant-gardiste sur tout ce qui touche à l'entrepreneuriat collectif. Donc on veut vraiment être à la pointe de ce qui se fait en recherche. On est impliqué sur plusieurs réseaux. Évidemment, Etel aussi est partie prenante sur plusieurs de ces réseaux-là, comme elle est aussi une personne engagée dans ces mouvements-là. Puis c'est souvent de concert d'ailleurs qu'on fait ces efforts-là pour mieux former, mieux rechercher et mieux informer sur l'entrepreneuriat social et coopératif. Et enfin, un dernier axe qui est celui de la finance sociale. Ça, c'est un axe que nous avons développé tout récemment pour travailler dessus. C'est vraiment de voir comment est-ce que des projets qui sont en démarrage peuvent mieux subvenir à leurs besoins de capitaux lorsqu'ils en ont besoin. Donc on sait, puis je travaille régulièrement là, évidemment avec des groupes de promoteurs d'entreprises sociales ou de coopératives, puis ils ont à un moment ou à un autre besoin de capital de démarrage ou plus tard d'un capital d'expansion. Puis c'est vraiment d'aller voir comment est-ce qu'on peut mieux aider ces groupes-là à aller chercher ces capitaux. Souvent, donc, il y a les prêts auprès d'institutions financières, il y a l'apport personnel, etc. Mais on a aussi des subventions ou autres. Dans notre cas, on cherche en ce moment à développer, là, pour vous donner une petite idée, un fonds qui serait du microcrédit pour les entreprises collectives de l'Ontario, donc entreprises sociales et coopératives. Notre approche en Ontario, donc, se retrouve dans toutes les parties de la province. Comme je l'ai mentionné, donc on travaille avec une cinquantaine de groupes promoteurs. On donne aussi de nombreux ateliers à travers l'Ontario annuellement pour former sur l'entreprise sociale, sur les coopératives. Quelque chose de relativement innovant qu'on a fait en 2012 aussi, c'était d'aller faire une démarche dans les communautés dans le cadre de l'année internationale des coopératives pour sensibiliser les communautés au modèle des coopératives et voir de quelle façon ces communautés-là pouvaient répondre à leurs défis propres de façon collaborative. On travaille annuellement, on appuie plus de 3000 personnes, donc ça concerne les personnes qui sont dans nos groupes promoteurs, aussi bien que les personnes qui participent à nos formations aux différents endroits à travers la province. Puis plus d'une cinquantaine de projets en développement, comme je l'ai mentionné. Ça, ce sont des projets vraiment dans tous les domaines. À titre d'exemple, la semaine dernière, j'ai travaillé avec un projet sur une personne qui veut faire des livraisons de repas dans des écoles secondaires, une autre personne qui veut faire de la vente de vêtements pour des femmes africaines, et une autre personne aussi qui travaillait dans l'agriculture urbaine. Ça, c'est 3 projets juste la semaine dernière sur lesquels j'ai travaillé. Plusieurs projets donc, principaux là, sur lesquels on travaille, ça c'est pour terminer un peu avec les grandes lignes. Il y a évidemment le programme de jeunesse Canada au travail, que plusieurs d'entre vous connaissez car il est disponible non seulement en Ontario, mais dans toutes les provinces canadiennes, qui permet de créer des emplois d'été pour des étudiants ou des opportunités d'employer des étudiants pour des coopératives, entreprises sociales, organismes sans but lucratif ou autres.
On travaille aussi de très près sur la succession d'entreprises, donc en partenariat avec le REDE Ontario, l'Association française des municipalités, Micro, la FESFO et le Centre canadien pour le renouveau communautaire. Nous avons travaillé à développer notamment des guides pour les cédants et les repreneurs d'entreprises et les transformer potentiellement en entreprises collectives, que ce soit sociales ou coopératives. On a appuyé le développement collectif dans le Nord de très près aussi. Nous avons récemment reçu une enveloppe assez importante de FedNord, qui est une branche de Industrie Canada, pour appuyer et faciliter le développement de projets collectifs dans le Nord de l'Ontario. La finance sociale, je l'ai mentionné brièvement. Je pense que les autres, vous avez tout mentionné. Est-ce que je peux revenir peut-être là-dessus? La cartographie, c'est aussi un exercice pour nous permettre vraiment de voir un peu tout ce qui se passe en entrepreneuriat collectif en Ontario, puis d'autres secteurs en développement. Là, j'y ai brièvement touché aussi au cours de la présentation. Quels sont les types de services qu'on offre? Donc évidemment, ça se retrouve un peu dans deux branches différentes. Il y a les services qui sont ceux d'accompagnement. Donc dès qu'un groupe a un projet collectif puis a besoin d'appui, on va évidemment les aider, les appuyer, les accompagner à développer leur propre projet. Donc c'est eux qui font le travail, puis nous pouvons les aider à passer à l'étape suivante de leur développement de projet lorsqu'ils en sont rendus à un stade suffisant. Dans d'autres cas aussi, on se fait embaucher à titre d'expert conseil pour développer les différents services finalement qui sont présentés sur l'acétate ici. Puis vous voyez, donc ça passe de rédiger des plans d'affaires, faire des études de faisabilité, explorer du financement, etc. Quelque chose qu'on fait beaucoup aussi, c'est développer des projets collectifs avec d'autres partenaires communautaires en Ontario, partenaires communautaires ou autres, pour s'assurer vraiment que tout le monde puisse être, que ce soit gagnant-gagnant pour les communautés, puis qu'on puisse inclure le maximum de partenaires sur les différents projets qu'on développe. Donc non seulement on aide dans la coopération, le côté collectif, mais on fait aussi ce qu'on prêche, puis on le fait de par nous-mêmes, là, développer des projets collectifs. Bien, merci, Julien. Et quand on dit que le CCO fait tout ça et que d'autres organismes aussi, comme la CDEA, puis d'autres organismes un peu partout dans toutes les régions canadiennes, c'est que c'est important que ça se passe. Ça fait partie de l'écosystème que je vous mentionnais tout à l'heure. Mais qu'est-ce qu'ils aident, ces organismes? C'est quoi l'entreprise sociale? Mais d'abord, si on regardait l'histoire, cette forme d'entrepreneuriat social ou d'entrepreneuriat collectif, premièrement, en francophonie canadienne, ça existe depuis plus de 150 ans. D'abord sous la forme des coopératives, mais aussi tout regroupement associatif qui décidait pour une cause quelconque, les gens se regroupaient, puis avaient le goût de soit développer la langue, la culture et tout ça, mais il y avait à organiser des activités, puis générer leurs propres revenus. Donc ça vient de différents mouvements. C'est sûr qu'en tant que francophone, il y a eu de la religion aussi là-dedans, il y a eu tout le mouvement de démocratie sociale pour bâtir le Canada, le mouvement coopératif. Les femmes ont été très engagées dans la réflexion sur l'économie, parce que, puis il y a bien longtemps, parce qu'elles disaient, ben, nous on est peut-être à la maison, ou peut-être qu'on veut se créer notre emploi, puis ça je parle d'il y a 50 ans, ou plus longtemps que ça, et, mais elles ne se voyaient pas dans l'économie plus conventionnelle ou plus traditionnelle. Les mouvements de justice sociale, créer de l'emploi pour tous, des emplois décents, des emplois de qualité. Puis en francophonie, ben, c'est aussi dans un contexte où est-ce qu'à tout moment donné, on les a développés nos villages, on les a développés nos quartiers, on s'est donné des façons de créer des mécanismes, des infrastructures, des organisations qui, grâce à elles, il y a vraiment une vie et non pas une survie de la francophonie dans plusieurs régions canadiennes. Tout ça pour dire que si on regarde aussi une autre raison de pourquoi ça se passe, c'est qu'au tout début, dans les années 60, c'était le mouvement de ben, le monde ne fait pas se prendre en main, le monde ne fait pas faire des affaires dans leur communauté. On embauchait toujours des experts pour venir faire le travail pour nous, puis dans le fond nous dire dans leurs mots qu'est-ce qu'on devrait faire. Il y a eu l'émergence du néolibéralisme qui inclut toutes les autres formes d'économie plus traditionnelles, plus conventionnelles. Au niveau des gouvernements, dans les années 90, j'ai écrit Ontario, mais ça s'est passé aussi au niveau fédéral, puis d'un bout à l'autre du pays. Il y a eu la révolution du bon sens. En passant, je l'ai mis en guillemets parce que c'était réellement le slogan de l'époque. Et puis là, on se rendait compte que autant tous les programmes qui avaient été créés dans les 60, 70, 80 pour soutenir le développement des communautés, mais là, il commençait à avoir une vague vraiment de désengagement dans les communautés. Puis pourtant, les besoins dans les communautés étaient toujours présents. Donc les gens se disaient, bien, comment on peut s'organiser puis maintenir certains programmes, services et même activités socio-économiques dans nos communautés.
2000, ben, on connaît la chanson, on était tous sans doute là. Peut-être qu'Alexandro n'était pas là, mais peut-être que oui. Mais il y a eu de plus en plus de coupures dans l'investissement public à tous les paliers. Et c'est pour ça que ça fleurit d'un bout à l'autre du pays, l'entrepreneuriat social, l'entrepreneuriat collectif, plus que jamais. Les gens choisissent cette formule-là, soit pour maintenir des organismes ou en créer des nouveaux, mais toujours pour répondre à un besoin pertinent. Et on se retrouve dans un milieu, surtout nous autres en milieu minoritaire, on se retrouve influencé par nos cousins anglo, puis nos cousins cousines franco du Québec, puis tous nos cousins et cousines de la francophonie, mais ça veut dire qu'on a des influences, des références d'un peu partout au Canada et même dans le monde sur ce que c'est l'entreprise sociale. Et plus on y travaille à ce concept-là, bien, plus il y a de la confusion. Il commence à avoir des définitions ici et là qui rassemblent les gens, puis qui a de l'air vraiment à définir comment on agit dans cet entrepreneuriat. D'autres éléments de contexte, c'est qu'on a décidé, dans la francophonie, entre autres, de s'organiser autrement, de se réseauter autrement, de tisser des liens de partenariat entre nous. Puis, avec ces coupures-là du gouvernement, vu que plusieurs organisations, plusieurs leaders communautaires commençaient à avoir un peu de méfiance avec ces paliers de gouvernement-là, donc la notion de se prendre en main, d'être autonome, de réaliser nos propres initiatives, nos propres rêves pour répondre aux besoins de nos communautés. La logique du par et pour, comme les jeunes en Ontario utilisent souvent, a émergé. Puis après ça, j'ai pas mal tout dit ça. Puis la mentalité d'affaires, on se rend compte que est-ce que c'est à cause de la culture politique en place, plus conservatrice? Est-ce que c'est parce qu'on dit que l'économie est partout dans la société? Il y a différentes racines à ça, mais on se rend compte que la mentalité d'affaires, la mentalité d'entreprendre, il y a des entrepreneurs partout dans la société. On n'est pas juste entrepreneur à la tête d'une entreprise privée, à la tête d'une entreprise collective. On peut entreprendre partout dans notre vie et on se rend compte que la mentalité d'affaires est encore en montée par rapport à comment on entreprend, comment on réalise notre projet et, dans notre communauté. À la fin de la journée, puis Patrice, il rit tout le temps quand il voit cette diapositive-là, c'est qu'influencer des anglos et des franco, ben nous, sur notre plancher, sur notre table à dessin, il y a une variété de mots et de concepts qui s'inscrivent dans cette économie-là, qu'on pourrait dire alternative, que ce soit l'économie sociale et solidaire, développement économique communautaire, coopération, coopératif, troisième secteur, finance sociale et solidaire, comme je viens mentionner tout à l'heure, entreprise collective. Mais à la fin de la journée, là, puis je vais vous camper une ou deux définitions dans quelques minutes, mais à la fin de la journée, puis vous voyez du côté anglais, moins confondant, la liste est moins longue, c'est Social Enterprise, Social Finance, CED, Local Economic Development, les anglos vont souvent, avec moins de mots, dire la même chose que nous on fait par passion, mais tout ça pour dire que des fois, des gens qui sont impliqués dans ce développement économique par et pour les communautés, peuvent s'estimer même longtemps quand pourtant, quand on regarde leur pratique, leur entreprise et comment ils la gèrent, ils ont beaucoup plus de similitudes que de différences. Si on regarde maintenant, ça c'est John Pierce qui a produit cette roulette, ou en français, moi je dis souvent c'est ma tarte, ou est-ce que c'est d'ailleurs ma tarte qui m'a aidé ou qui m'a sauvé quand j'ai rencontré bien des économistes dans mes différents voyages ici et ailleurs. C'est que souvent les gens parlent d'économie, puis on pense souvent juste à l'économie privée. Puis oui, cette économie-là est importante dans nos communautés. Il nous faut des gens qui entreprennent. Il y a la TPE, les très, très, très petites entreprises, les PME, les grandes entreprises et même les multinationales. Et ils ont un apport au développement de nos communautés. Puis, ils ont une logique entrepreneuriale, comme on sait tous. Je n'irai pas là parce qu'on n'a pas le temps en dedans d'une heure. Puis, il y a tout ce qui est économie publique. Que ce soit passant du local via les municipales, provinciales, territoriales et même internationales au niveau de tout ce qui est l'économie publique. Qu'est-ce qui se passe en agriculture dans notre coin de pays c'est l'impact des décisions qu'on a prises au niveau international. Donc, il y a beaucoup de liens et d'interactions. Mais au niveau de l'économie sociale, il y a une partie dans les communautés que c'est vraiment des organismes communautaires, charitables,
qui font de très, très bonnes choses, mais qui n'ont pas l'étoffe entrepreneuriale. Celles-là, ce sont vraiment, ils s'inscrivent dans l'économie sociale, mais elles ne sont pas dans les entreprises collectives. Mais si vous voyez ce que j'ai encerclé, il y a de plus en plus de pratiques en finance solidaire, comment on mobilise des sous pour investir dans ces projets-là, comment on s'associe pour entreprendre, créer une entreprise, qu'elle soit coopérative ou d'autres formes d'entreprises sociales qu'on va regarder tout à l'heure aussi, pour vendre des produits et des services sur le marché. Il y a aussi de plus en plus de pratiques locales au niveau de troc. Le troc où est-ce qu'on échange des produits et des services, on lui donne une valeur sans nécessairement qu'il y ait des transactions monétaires. Il y a même des coins de pays, comme exemple à Vancouver, puis là il y en a un peu partout au Québec, il y en a d'autres régions aussi, où est-ce que les gens créent carrément leur propre monnaie locale pour inciter les gens à soutenir l'économie sociale, donc soutenir les différentes initiatives. Donc dans cette bulle-là, c'est vraiment une variété d'initiatives qui s'inscrivent dans l'économie sociale et solidaire et qui sont dans la pratique des entreprises. N'oubliez pas, si vous avez des questions, Julien suit ça dans la boîte de conversation. L'entreprise sociale, pour certains, c'est un moyen pour favoriser la réussite et la pérennité des organismes à but non lucratif. Par exemple, Nicole Geoffrion, qui est en ligne, avec ton centre culturel, il y a des centres qui disent, ben garde, je vends déjà des billets pour mes spectacles, je loue déjà des salles pour ci et pour ça, puis ça me génère des revenus, mais comment développer davantage mon autonomie? Puis là, les gens entreprennent vraiment, même s'ils existent depuis très longtemps, une démarche entrepreneuriale, refaire une étude de faisabilité ou un petit plan d'affaires pour explorer ce que vous faites déjà qui génère des revenus, puis continuer à développer cette capacité-là. Et on se rend compte qu'il y a de plus en plus d'organisations qui font ça. Mais à la fin de la journée, n'oubliez pas, il y a toujours le mot entreprise et social. Le mot entreprise veut dire ce qu'il veut dire, que ce soit dans le privé ou dans le social. C'est vraiment une entreprise qui va vendre des biens et des services à des clients, à des consommateurs, à des consommatrices. Puis ils ne vont pas les vendre sur la planète Mars, ils vont les vendre dans nos communautés, à côté des entreprises privées et autres. Et ces ventes-là vont générer des revenus qui vont être investis dans nos organisations à but non lucratif ou dans nos coopératives, dans la mission première de nos organisations à but non lucratif. Et dans la définition de l'entreprise sociale, dans certains coins du Canada, on dit toujours, jusqu'à maintenant, on dit que l'entreprise est exploitée par un organisme à but non lucratif. Donc, ça peut être un organisme à but non lucratif ou une coopérative à but non lucratif. Je fais un petit bémol parce que dans certains coins, dont entre autres en Alberta, en Colombie-Britannique, qui ont déjà voté une loi pour créer une formule hybride reconnaissant les entreprises privées à vocation sociale. Et en Ontario aussi, la définition embrasse d'autres genres de formules. Mais jusqu'à maintenant, c'est vraiment la définition qui est maintenue et on parle réellement aussi de collectif. Le chantier de l'économie sociale qui est modèle et précurseur dans comment nous inspirer, surtout en français. Mais moi, je peux vous dire, j'ai voyagé surtout les continents, c'est pas pour vous draguer, là, puis me péter les bretelles, mais c'est que souvent, les gens nous disent qu'ils ont aussi été inspirés par l'expérience du chantier de l'économie sociale. Eux autres, ils ont vraiment pris le temps. Ils ont pris 15 ans, même pas 15 ans, ça fait 15 ans que ça existe, mais moi, je vous dirais les 5 premières années, quand ils ont mobilisé les gens, ils se sont aussi mobilisés sur raconter ce qu'ils faisaient et définir ce qu'ils faisaient. Donc, eux autres, c'est évident, il faut toujours que les entreprises d'économie sociale, la finalité, c'est de servir les membres de l'entreprise ou la collectivité. Ce sont des entreprises qui sont autonomes de l'État. Donc, le gouvernement ne peut pas nous dire quoi faire. C'est comme n'importe quel organisme non lucratif ou coopératif. On gère nos entreprises sociales, on prend nos décisions. Si on en prend des mauvaises, on les assume et on assume les risques et tout ça, mais on est vraiment autonome de l'État. C'est un processus de décision démocratique, donc c'est pas une affaire d'une personne et d'un power trip ou quoi que ce soit. C'est vraiment un processus de décision démocratique où est-ce que oui, on va créer de l'emploi, oui, on va générer des revenus, mais ça va être d'abord et avant tout la personne au cœur du projet. Et on va mettre la primauté sur les personnes et le travail, la qualité du travail. Les premières entreprises d'économie sociale, là, c'est un petit bémol, là, mais souvent, on créait des meilleurs riches, des meilleurs pauvres, excusez-moi, je vous personnerai, mais des meilleurs pauvres, dans le sens qu'on les sortait souvent du bien-être social, puis via une entreprise sociale, ils ont créé un emploi, puis avec les dépenses qu'ils avaient à payer, mais ils étaient plus pauvres que s'ils étaient restés sur le bien-être. Aujourd'hui, vous allez voir la variété d'entreprises sociales. Premièrement,
ce ne sont pas des entreprises que l'on crée seulement pour les gens marginalisés par l'emploi. Il y en a encore beaucoup qui sont créées comme ça, mais il y a une variété d'entreprises collectives qui se créent pour répondre à divers besoins dans notre communauté. La participation, la prise en charge individuelle et collective est aussi au cœur. Celles qui ont déjà pris des cours en entrepreneuriat ou en administration, on va vous dire, il y a les 4 P de l'entreprise, là c'est le produit, la place, et j'ai oublié 2 autres, mais en plus de ces 4 P-là, il y a les 4 P de l'entreprise sociale que j'ai dit tout à l'heure, puis c'est un élément, une façon de se rappeler que dans l'entreprise sociale, c'est pas qu'on aime les bouchées doubles, mais nous autres, on a 8 P à respecter si on veut vraiment être une entreprise collective qui se donne la chance de bien réussir. N'oublions pas, c'est d'abord une entreprise, c'est aussi le côté social, donc une association de personnes, et l'entreprise n'est pas créée comme un champignon qui va créer de la lourdeur dans ce qu'on leur fait déjà. On est déjà super occupés dans nos communautés à faire tellement de choses. L'entreprise, elle permet à l'association, à l'organisation de réaliser sa mission. Ça, c'est un schéma que le chantier a fait, puis ça le montre. Donc, si vous êtes une organisation communautaire caritative, dans le fond, vous avez seulement la bulle qui est sous l'association. Où est-ce que, bon, l'association a une mission, soit qu'elle travaille à promouvoir la langue et la culture dans son coin de pays, comme nos ACFO, nous autres, ici, là, à Ottawa, Sudbury, tout ça, puis qui font aussi d'autres programmes, des activités pour faire vivre cette langue et cette culture. On a un rôle dans notre communauté, on a un conseil d'administration, donc on a un processus de gestion démocratique, puis souvent ces associations-là sont ancrées dans la communauté. Quand les gens dans les associations décident de créer soit une entreprise sociale totalement distincte, mais qui va leur appartenir, ou un de leurs programmes qui deviendra l'entreprise sociale, mais c'est là qu'on a des activités économiques. On produit activités, on va les vendre sur le marché, on va avoir à opérer ce côté-là entrepreneurial des choses. On aura sans doute des ressources humaines de plus, mais on vise à avoir plus de ressources financières, plus de revenus. Et l'argent que l'on fait, on la réinvestit dans l'association. Mais pourquoi qu'on crée des entreprises sociales? Puis là, j'espère que je ne parle pas trop vite. Je n'ai pas vu personne lever la main ou dire « parle moins fort, parle plus fort » ou « parle plus lentement ». En passant, il y a une icône qui dit « parler plus lentement ». Donc, pourquoi les gens ou les organisations créent des entreprises sociales? Au tout début de la présentation, je vous ai présenté l'historique. Hein, on se rappelle, là, on voyait les coupures du gouvernement, puis là, les gens voulaient se prendre en main, puis maintenir des services dans la communauté. Je ne sais pas si vous connaissez Imagine Canada, mais c'est une boîte nationale au Canada qui fait beaucoup de recherches sur le milieu, le secteur sans but lucratif, puis même de plus en plus dans toute la diversité des communautés. Puis ça inclut d'autres facettes de notre société et de la façon qu'on s'organise au sein de nos communautés. Mais ils ont fait une méga recherche tout récemment sur les sources de financement pour le secteur sans but lucratif. Et j'enlève là-dedans les gros qui sont financés à 100% par l'État, majoritairement, et beaucoup de dons des grandes entreprises privées, donc les hôpitaux, les collèges, les universités. Mais regardez, une des raisons pourquoi les gens explorent davantage d'entreprendre au sein de leurs organisations ou de créer des coopératives ou des entreprises collectives sous d'autres formes, c'est que 49% de nos revenus proviennent de notre revenu gagné. Ça veut dire qu'il faut vendre quelque chose pour avoir un revenu gagné. D'autres organismes vont créer ou se transformer en entreprise sociale pour davantage réaliser leur mission. Ça peut être à cause de coupures gouvernementales ou ça peut être parce qu'il y a des besoins nouveaux dans notre communauté qui ont émergé, puis que, dans le fond, personne est là où on n'a pas les ressources pour bien y répondre, puis un organisme va dire, moi je le prends ça sous mon aile, on l'intègre dans notre mission pour trouver les moyens pour le faire. Puis là, ça peut être pour créer de l'emploi, assurer une diversité économique. Moi, j'ai vu des communautés où est-ce que 10 entreprises privées, comme exemple dans l'Est de l'Ontario, 10 entreprises privées ont décidé de se regrouper sous une entreprise collective pour démarrer un centre de santé. Bien, le centre de santé, la bâtisse, elle appartient à un privé, le terrain appartient à un privé, mais la dynamique de gérer en collectif, ils ont voulu que ça soit une entreprise de la communauté et que le revenu soit réinvesti dans la communauté. On parle aussi de plusieurs entreprises sociales ou organismes qui s'impliquent à créer des entreprises sociales. C'est pour soutenir le développement culturel. On sait qu'encore là, le financement, la langue, la culture, c'est tout un défi. Et il y en a encore là qui trouvent des façons d'aller chercher d'autres genres d'investisseurs, d'autres genres de partenaires qui investiraient dans la culture s'ils ont l'angle de l'entrepreneuriat.
Une vague qui s'installe de plus en plus partout en Ontario, c'est la vague environnementale. Tout le monde au Canada, ou presque, s'intéresse à la question environnementale, la récupération des déchets, la gestion des déchets, polluer moins, prendre de moins en moins de véhicules, surtout dans les grands centres. Et c'est pour ça qu'on voit qu'il y a des initiatives d'énergie renouvelable et tout ça qui s'organisent dans les communautés en forme coopérative. Par exemple, encore là, en Alberta, entre autres, il y a eu des producteurs privés, des producteurs agricoles qui se sont créés une méga coopérative en énergie alternative. Parce qu'ils se sont dit, on veut avoir la même place au sein de cette nouvelle structure-là entrepreneuriale, mais on va la choisir pour que chacun et chacune, en tant que membre, on ait le même pouvoir au sein de cette entreprise-là, indépendamment de l'argent qu'on y investira. Il y a des entreprises sociales dans divers secteurs d'activité, divers champs d'activité. Dans le fond, brièvement, je ne la lirai pas, cette diapositive-là, mais je n'ai pas vu un secteur où est-ce que j'en ai pas trouvé une entreprise collective. Je ne sais pas si Julien, ça t'est arrivé, mais j'ai roulé ma bosse un petit peu plus longtemps que ça, j'en ai pas vu jusqu'à maintenant. Et ça, ce sont des vrais exemples. J'ai pas mis les noms. Il y a des diapos où est-ce que je mets carrément 2-3 noms dans les différents secteurs. Parfois, c'est sous forme coopérative, parfois, c'est sous forme d'entreprise sociale, donc une organisation sans but lucratif qui décide d'être en affaires, et c'est vraiment dans tous les secteurs d'activité. L'entreprise sociale, c'est pas le filon pour avoir de l'argent facilement et rapidement. Il y a du monde qui, puis je sais pas si c'est arrivé à Patrice ou à Julien, mais un organisme qui est comme, excusez-moi l'expression, un petit peu dans le trouble ou dans la merde, 60 000 $ de déficit pour lancer ses activités, puis d'un coup, oups, on va se donner un atelier sur l'entrepreneuriat social, parce que dans 3 mois, il faut bien ramasser notre 60 000 $ à quelque part. Et on sait qu'au niveau des dons, il y a tellement de gens qui sollicitent des dons dans la communauté qu'il y a un essoufflement à donner. Puis souvent, les gens ont déjà appuyé une cause, donc de nous appuyer en plus, c'est pas toujours évident. Donc, c'est pas quand on est à la course de l'argent qu'on crée une entreprise sociale. Ça va ramener de l'argent si le travail est bien fait, mais ça va prendre un peu de temps. On a créé une entreprise sociale avec des producteurs agricoles dans l'est de l'Ontario, qui est une CUMA, une coopérative d'utilisation de machinerie agricole. Ça a pris 1 mois. Mais parce qu'il y avait leurs moyens, eux, pour le faire. Il n'y avait pas, et on a pris les mêmes étapes et ça a été très vite, ça va très bien. Mais dans d'autres contextes, il y a des entreprises collectives qui peuvent prendre 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans. Si on crée une coopérative de logement avec un incubateur d'entreprise intégré, dans certaines communautés, ça peut prendre 5 ans pour mobiliser tous les fonds qu'il nous faut parce qu'on parle de plusieurs millions de dollars. Et là, il y a Shirley en ligne du Villageois. Et quand je dis ça, Shirley, je sais que tu te retrouves là-dedans parce que vous avez votre projet de logement avec un espace commun, puis un terrain que vous partagez avec une autre entreprise sociale qui est Éco-Ironie, avec les jardins biologiques. Mais tu sais comme moi combien d'années que ça a pris à le développer, puis même si vous avez ouvert vos portes, vous êtes encore en train de la consolider, votre entreprise sociale, parce que Villageois est une entreprise sociale. Oui. Et une entreprise sociale, c'est pas une arme miracle pour régler tous nos problèmes. Ça aussi, je l'ai vu. Il y a un problème dans notre groupe. En tout cas, moi, je sais, le plus jeune, j'ai appris, j'étais avec un conjoint, ça allait pas trop bien, puis on a décidé de faire un nouvel enfant. Ça aide pas, là. Donc, si dans une organisation, il y a un conflit, ben, on ne dit pas, on va créer un autre programme à côté, on va créer notre entreprise sociale, ça va peut-être nous rassembler. Réglons nos problèmes avant, et après, réglons nos conflits organisationnels. Et après, quand il y a assez d'harmonie et de l'efficacité au sein de notre organisation, ben on verra à créer notre entreprise collective. Si on dit que c'est entreprise et si on dit que c'est social, puis ça c'est un diapo, si vous êtes dans des coins de pays plus conservateurs que les autres, cette diapo-là, elle parle tout le temps, c'est que l'entreprise privée, majoritairement, vise un rendement financier sur l'investissement. On veut faire du cash, d'abord et avant tout. Oui, on a des bien bonnes personnes en entreprise privée qui s'investissent aussi dans la communauté, c'est pas ça que ça veut dire, mais on a d'abord et avant tout un rendement financier. Tandis que si on est dans les organisations communautaires et sociales caritatives et qu'on répond à un besoin dans la communauté, on est plus dans le rendement social sur l'investissement. On a reçu une subvention où il y a des gens qui nous ont fait des dons et on s'est engagé à avoir un impact social, à offrir des services au personnel, mais aux personnes âgées, des services à la personne et tout ça, mais on peut rester dans le social et très souvent subventionné. Et
le défi de l'entreprise sociale, c'est de trouver son juste milieu là-dedans. Puis ça veut dire que pour trouver notre juste milieu, d'avoir un rendement mixte sur l'investissement tant social et économique, ça veut dire que si on est vraiment dans une organisation sans but lucratif, depuis des années, il va peut-être falloir se former, changer notre culture, parce qu'il va falloir faire un peu les choses autrement, un peu pas mal même, et se donner de nouvelles façons de développer nos plans d'action, puis se donner de nouvelles façons de promouvoir nos services pour les générer les revenus que l'on souhaite. Sans rentrer dans des exemples concrets avec des noms et tout, j'ai quand même produit cette diapositive-là que je demandais à Julien rapidement de les présenter parce que dans les autres webinaires, on va avoir des personnes qui vont parler concrètement d'entreprise sociale, mais c'est 3 exemples que, à part un, c'est vrai, j'ai mis les noms, mais 3 exemples qui sont dans des secteurs d'activité différents et qui s'appliquent vraiment dans toutes les régions canadiennes. Oui, donc effectivement, les exemples qui sont présentés ici, là, il y en a qui sont déjà dans 3 domaines complètement différents aussi, donc ça reprend bien là, la diversité de l'entreprise sociale qui s'applique dans tous les domaines de la vie économique et sociale. Le premier, c'est pour permettre à des populations d'accéder à des produits locaux alimentaires, donc un marché agricole dans la région de Sudbury. Le deuxième, une coopérative funéraire, c'est pour avoir accès à des services funéraires sur une base sans but lucratif dans la région d'Ottawa. Ce projet-là, je le connais évidemment très bien parce que je suis sur le CA depuis plusieurs années aussi. Puis c'est la deuxième coopérative funéraire en Ontario. Et le troisième, une garderie. Puis ça, c'est quelque chose qui fonctionne très très bien aussi, de plus en plus, notamment avec les communautés immigrantes qui cherchent à avoir des personnes de leur propre communauté qui vont encadrer les enfants de leur communauté. Donc c'est encore une fois le par et pour aussi. Puis ça, donc ça s'est fait dans la région du centre-sud-ouest, dans le coin de Barrie. Mais il y a aussi plusieurs exemples qui émergent là, régulièrement à travers la province. Et là, vous voyez dans le tableau, on voit c'est qui est le client de chacune des entreprises sociales, c'est quoi le résultat, donc le but, la mission première de chacune des entreprises sociales, l'impact qu'ils ont dans leur communauté. Donc oui, à court terme, elles offrent un service, mais il y a de l'impact dans la communauté. On se donne des services de la petite enfance en français. On se donne des services funéraires accessibles, à bon coût. Et en passant, c'est une mine d'or, ça. On va tous y passer, la communauté vieillissante. Comme Julien disait, il y a aussi dans les garderies une effervescence parce qu'on sait que les garderies sont nourricières de nos écoles francophones. Donc, de plus en plus, les garderies sont reliées avec les écoles primaires d'un bout à l'autre du pays. Et encore là, on voit les grandes familles immigrantes et les autres familles mon Dieu, il y a du monde encore qui veut rentrer, bienvenue, tout ça. Mais pour ça, il y a toujours aussi les objectifs financiers qui sont capitaux dans la démarche. Merci, Julien. On continue avec le développement, juste pour vous donner un avant-goût sur les différentes étapes, et vous devriez sans doute reconnaître certaines étapes, mais je demandais à Julien qui nous présente vraiment le cheminement, les étapes de développement de l'entreprise sociale. Donc, vous voyez ici là, une planification un peu, si vous voulez, pour l'entreprise sociale. Puis évidemment, ces étapes-là se font de manière plus ou moins rapide aussi selon l'intérêt, le temps du groupe promoteur du projet d'entreprise sociale. Comment est-ce qu'on va commencer? On va commencer par évaluer son niveau de préparation. Est-ce qu'on est vraiment prêt pour démarrer une entreprise sociale? Est-ce qu'on va aussi la démarrer pour les bonnes raisons? Puis là encore, on revient évidemment sur les éléments qui ont été mentionnés un peu plus tôt, à savoir est-ce qu'on fait ça pour régler des problèmes, etc. Moi, je dois dire, dans plus de la moitié des cas des gros promoteurs que je rencontre initialement, c'est pour régler des problèmes et c'est donc pas le bon moment pour démarrer un projet d'entreprise sociale. Après ça, on va partir notre groupe, donc on va identifier les bonnes personnes pour faire affaire avec collectivement. On va se former, bien évidemment, sur c'est quoi le processus de démarrage de son entreprise sociale, identifier notre opportunité, donc qu'est-ce que c'est qu'on va développer. Dans la majorité des cas, on fait en sorte évidemment de développer un projet qui est dans la mesure de nos compétences. Donc si on est par exemple spécialisé dans le domaine médical, on va peut-être pas partir quelque chose de l'agriculture, à moins qu'on ait vraiment un intérêt prononcé pour ça. Souvent, ça regroupe nos talents. On va faire ensuite ce qu'on appelle une petite étude de faisabilité. Donc, c'est pour évaluer le fonctionnement de notre entreprise sociale. Dans l'étude de faisabilité, on va essayer en fait de trouver tous les éléments qui font en sorte que notre entreprise sociale pourrait échouer et on va voir comment est-ce qu'on peut contrecarrer ces éléments-là
et de quelle façon on va s'y prendre. Lorsqu'on a vu que notre entreprise sociale pourrait très bien fonctionner, on va passer à la rédaction d'un plan d'affaires. Le plan d'affaires est un document d'une trentaine de pages qui, dans beaucoup d'entreprises sociales, permet aussi d'être le fil conducteur entre les différentes personnes, les différentes parties prenantes, pour s'assurer que tout le monde soit sur la même ligne de mire lorsqu'on va développer notre projet. Puis le plan d'affaires reprend des éléments comme évidemment qui est le groupe promoteur, comment est-ce qu'on va développer le projet concrètement dans ses opérations, le budget, etc., etc. Lorsqu'on a rédigé ça, on est prêt pour le lancement. Donc, tout simplement, c'est suivre la notice qui est en fait notre plan d'affaires. Donc, c'est un peu comme quand on achète un micro-ondes, ça vient avec une notice. Le plan d'affaires, c'est un peu la notice de notre entreprise sociale. Puis après ça, on a le démarrage. Donc, évidemment, on commence notre entrée en opération. La première année étant souvent une année d'expérimentation aussi. Et une fois qu'on en est rendu là, c'est de faire l'évaluation. Est-ce que nous avons atteint les objectifs qui étaient les nôtres lorsqu'on a voulu lancer notre entreprise sociale? Est-ce qu'on a dû réorienter le tir aussi, peut-être légèrement, et de voir quelles sont les prochaines étapes? Ce cycle que vous voyez ici, c'est vraiment quelque chose qui peut se faire de manière circulaire aussi. Souvent, quand on arrive à l'étape de la croissance, c'est aussi le moment où on revient un peu à la planification initiale, de se dire, nous avons réalisé notre objectif premier, voyons maintenant comment nous pouvons passer à notre second objectif pour toujours mieux servir la communauté ou notre groupe, etc., selon nos objectifs. Si tu me permets, Julien, j'attire votre attention, messieurs, mesdames. Vous voyez que dans le schéma, il y a des boîtes blanches puis il y a 2 boîtes jaunes. Les boîtes blanches, dans n'importe quel livre sur l'entrepreneuriat privé, social, coopératif, quoi que ce soit, là, vous allez retrouver toutes ces étapes-là. Où est-ce que ça se distingue? C'est parce qu'on entreprend en gang quand on part une entreprise collective, une entreprise sociale. Et donc, il faut vraiment créer un groupe. Très souvent, une autre erreur qui se passe, c'est qu'il y a un leader qui a une belle idée, qui veut créer une entreprise sociale, une entreprise coopérative, quoi, toutes les différentes formules qu'on étudiera au prochain webinaire. Et il développe toutes les différentes étapes jusqu'à, bon, ben tiens, on est prêt à ouvrir les portes. Là, je vais mobiliser les gens parce que j'ai besoin de cash pour vraiment démarrer en affaires. Et vu que les autres parties prenantes du groupe n'ont pas mis la main à la pâte, donc ils n'ont pas les mêmes sentiments d'engagement, on a souvent vu des projets avortés comme ça. Des fois, ça marche, mais très souvent, mieux vaut à travers les étapes qu'on les fasse avec le groupe. Ça l'aide au groupe d'apprendre à se connaître, à développer, surtout si on est déjà dans une organisation communautaire, on se connaît bien, on est peut-être ensemble depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans, mais est-ce qu'on connaît l'autre côté de soi au niveau d'entreprise? Est-ce qu'on sait si on a les caractéristiques, les qualités qu'il faut pour devenir un bon entrepreneur? L'entrepreneuriat, ça s'apprend. Donc, n'importe qui entreprend une démarche et qui suit la formation et qui est bien accompagné, que ce soit avec l'équipe de Patrice ou l'équipe de Julien ici et d'autres équipes à travers le pays, mais on peut très bien réaliser des choses, surtout si l'entreprise répond aux besoins. Mais comme Julien disait, c'est que c'est pas toujours linéaire, c'est souvent circulaire. Puis des fois, on reste dans la première bulle de la planification parce que, j'imagine, Julien, tu as déjà vu ça, on trouve une idée d'entreprise, on fait l'étude de faisabilité, on confirme que c'est pas faisable, qu'il y a trop de défis. J'ai bien aimé la façon que tu l'as dit, des défis qu'on ne peut pas trouver des façons sur comment les contrer. Et on revient à trouver une autre idée d'opportunité d'affaires dans notre communauté avant de réaliser le plan d'affaires. Je ne sais pas si vous voyez la dernière bulle, c'est souvent, même si on est en affaires comme Hélène qui a un café à Toronto, elle a lancé son entreprise, elle est pignon sur rue et tout, mais peut-être qu'Hélène va vouloir développer de nouveaux produits, de nouveaux services dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, lorsqu'on lui souhaite de croître puis d'avoir un impact dans sa communauté. Donc la dernière bulle, c'est peut-être qu'à Nicole, pour un nouveau produit ou service, aura à identifier ce service-là ou ce produit-là qui sera l'opportunité, faire une mini-étude de faisabilité, excusez-moi, et passer à l'action. Puis, je ne sais pas, toi, au niveau de ce schéma-là, Julien, est-ce qu'il y a des choses qui t'interpellent davantage? Est-ce que tu as plus vu ça comme ça ou tu as vraiment plus vu l'autre schéma qu'on a vu tout à l'heure? Oui, je préfère le premier schéma, le linéaire, je trouve, même s'il faudrait qu'il soit rendu circulaire. Mais un élément que je vois souvent aussi, c'est s'assurer que dans certains cas, là, les personnes vont changer aussi au courant du processus. Il y a des personnes qui sont très très bonnes pour la planification, le développement d'une entreprise sociale, mais qui ne sont pas nécessairement intéressées
à y travailler ou à encore être impliqué lorsque cette entreprise sociale-là va être en opération. Donc c'est vraiment important de se dire que les personnes qu'on va choisir au début, peut-être elles vont être les bonnes pour un petit moment, pour faire du chemin avec elles, mais ce ne seront plus nécessairement les mêmes personnes ensuite lorsqu'on va vouloir se lancer en opération. Donc toujours être ouvert aussi à la diversité des points de vue, la diversité des personnes, et savoir que de nouveaux associés vont se joindre au courant de notre cheminement. Excellent. Puis là, je ne veux pas vous décourager, le monde, c'est pas le temps de raccrocher tout de suite, il nous reste encore 6 minutes, mais des fois, ça peut avoir l'air de ça aussi. Comme même si c'est une ligne droite, un petit cercle, des fois, on a l'impression de peut-être faire un peu de surplace, de revenir un peu en arrière, mais j'ai trouvé bien beau ce petit dessin, parce que des fois, ce qui nous rapproche du succès, c'est aussi d'apprendre à cheminer ensemble. Et quand on regarde ce chemin-là, on pourrait dire que ça peut prendre 10 ans à créer une entreprise sociale. Je le disais tout à l'heure, le temps est circonstanciel. Ça dépend beaucoup d'un paquet d'éléments. Si on a le bon monde autour de la table, si on a un but commun, si on est clair par rapport à notre idée d'entreprise et si on est clair aussi sur les ressources qu'on peut même investir nous-mêmes dans notre projet, comme organisation, comme individu, et d'autres ressources qu'on pourra mobiliser. Comment trouve-t-on la meilleure idée d'entreprise pour nous? Il y a un paquet de livres sur le sujet. Mais dans les ateliers que des gens comme l'équipe de Patrice, l'équipe de Julien ou même mes propres ateliers, il y a des trucs pour s'amener à réfléchir autrement, surtout si on est déjà dans une organisation sans but lucratif qui veut se transformer, ou un groupe de personnes de la communauté qui n'ont jamais été entrepreneurs, puis qui là, ils disent, ben, on veut se créer une coopérative dans notre milieu. Mais comment faire des liens entre des besoins locaux, des études qui ont peut-être été faites sur les besoins de notre communauté, des consultations qui ont été faites, puis de faire le lien entre des besoins et des services. Et la meilleure idée doit répondre à un besoin du marché. Vu qu'on part en affaires en gang, le risque, il faut le reconnaître dans notre étude de faisabilité puis notre plan d'affaires, puis il faut se donner des moyens pour le gérer. Il faut vraiment vendre un produit ou un service sur le marché, sinon, ce n'est pas une entreprise, on est une organisation communautaire. Puis très souvent, vu qu'on a accès à des subventions, plusieurs entreprises sociales pour se démarrer, faisons un exercice juste et loyal avec notre analyse de prix pour qu'on n'ait pas un avantage déloyal avec nos compétiteurs privés, mais au contraire un avantage compétitif, un prix juste pour les services et la qualité qu'on va offrir, et qu'en même temps, les entreprises privées qui nous entourent nous voient comme un allié, un partenaire, au lieu de une compétition déloyale parce que les autres ont eu une subvention pour démarrer quelque chose. Ça devrait aussi, une entreprise sociale gérée par un groupe pour la communauté, ça devrait mettre en perspective ou utiliser nos atouts, nos forces. Si moi, j'ai jamais fait de pain de ma vie, je ne vais pas devenir boulangère demain matin. Donc, si des gens s'associent à eux, s'il y avait un groupe de traducteurs, excellents traducteurs et traductrices, qui ont dit à un moment donné, on va se créer une entreprise collective de traduction, parce qu'ensemble, on peut faire plus de promotion et on va pouvoir avoir plus d'impact. Et il faut que ça rencontre nos valeurs et notre mission. Il nous reste 3-4 minutes pour les questions. Puis Julien, j'en ai pas vu en ligne, mais si vous pouvez enlever étoile 6, revenir en ligne si vous avez des questions. Je vais quand même changer de diapo pour vous montrer des sites et vous pouvez avoir une copie de la présentation et remettre les dates des prochains webinaires pendant qu'on va prendre des questions. Puis Julien, je te repasse la parole. Oui, merci Ethel. Il y avait juste une observation plutôt de Patrice qui mentionnait pour savoir si la recherche de Imagine Canada était disponible, donc celle qui parlait de statistiques. Là. Ce serait peut-être pour lui partager ou peut-être la partager avec le groupe s'il y a d'autres personnes qui sont intéressées. Je vous invite fortement à aller voir ce site-là, Imagine Canada, parce qu'ils font des études, plusieurs études à chaque année. Ils en font de façon régionale, donc pour des parties du Canada, puis ils en font des globales. Et ils sont de plus en plus intéressés à documenter la part de cette économie différente. Donc, moi, l'extrait que j'ai fait, j'en ai plein d'autres diapositives, mais ça vient de leur rapport. Et oui, c'est accessible en ligne, c'est gratuit. Il y a une partie de leur site qui n'est pas gratuit parce qu'Imagine Canada, c'était anciennement le centre de philanthropie du Canada, qui, eux autres, vendaient leurs services. Donc, ils ont une étoffe entrepreneuriale. C'était ceux qui étaient les plus performants pour
identifier qui dans la société canadienne, privée, publique et même associative, donc des fondations associatives, qui est là pour soutenir le développement des communautés. Puis ils produisaient avant des grands cartables imprimés, maintenant tout est en ligne et cette partie-là demeure payante sur leur site. Donc il y a encore là une étoffe entrepreneuriale, ils vendent des services, des produits, mais tout ce qui est documenté, la recherche économique, c'est gratuit en ligne. Et est-ce possible de nous envoyer le PowerPoint de l'atelier? Oui, Elodie, Jennifer qui est en ligne, on va vous mettre ça, ça sera en lien sur des sites, le site de WNN entre autres, le site de entreprisesociale.ca, possiblement Julien peut-être sur ton site parce que c'est gratuit, mais les gens qui ont été inscrits, vous allez avoir aussi une copie et comment je dirais, c'est open source, c'est libre accès. Si dans votre contexte, vous offrez de la formation, gênez-vous pas pour reprendre une ou deux ou toutes les diapositives pour parler des sujets, puis ce sera la même chose pour les autres présentations. Peut-être juste de mentionner que ça vient de la Constellation rurale de l'Ontario, nous donner un petit peu de crédit pour le travail qu'on a fait, mais allez-y et partagez puis servez-vous-en. Plus on va être capable d'informer les gens adéquatement, plus on va pouvoir continuer à créer des entreprises sociales performantes. Tu voyais-tu d'autres questions, Julien? Non, il n'y a pas d'autres questions, mais oui, juste pour renforcer ce que tu disais. Ah, il y a quelqu'un qui veut parler. Des ressources, il y a de très très beaux sites qui existent. Puis entreprisesociale.ca, que évidemment Ethel, tu es un peu l'instigatrice aussi, là, tu connais bien, est un de ces sites. Plusieurs autres références aussi là, sont disponibles si vous allez sur notre site web www.cco.coop qui s'affiche. On a une section là, qui est une section de référencement de différents sites internet qui peuvent vous aider à penser votre projet d'entreprise sociale. Je pense que quelqu'un voulait poser une question. On peut poser des questions avec voix? Oui. Donc, deux questions. La première question, c'est suite à chacun des webinaires qu'on suit, est-ce qu'il y a une attestation, est-ce qu'il y a un certificat qui est revenu aux participants? Après oui, après les webinaires, il peut avoir certificat. Il y avait une personne qui me l'avait mentionné. Du côté anglais, ils ne l'ont pas fait, mais du côté français, ça a déjà été mentionné. Donc, oui, c'était quelque chose que je voulais parler avec l'équipe pour qu'on puisse le soumettre. De ton côté, c'est Patrice qui parle? Oui. De ton côté, Patrice, si tu nous émets, si tu m'envoies par courriel les noms de toutes les personnes qui ont participé aux 3 différents sites, ça nous fera plaisir de personnaliser les certificats, puis vous pourrez peut-être les remettre à une des activités de la CDEA ultérieurement. Parfait, merci. Ça, c'était la première question. Et deuxième question, juste pour clarifier aussi l'information ici aux gens qui sont en Alberta. Si on a dans notre communauté des OSBL et qui veulent être une entreprise sociale, est-ce qu'ils ont besoin de faire des modifications au niveau de leur statut règlement, de leur charte, etc.? Tu vois, Patrice, c'est le prochain séminaire, c'est sur la structure, mais je vais te répondre rapidement. Un organisme sans but lucratif qui désirerait créer à l'intérieur de sa programmation une entreprise sociale, parce que ça peut être à l'intérieur de la structure de l'organisation. Tu n'as pas besoin de changer ni la structure légale, que ce soit une organisation sans but lucratif ou une coop comme telle, parce que c'est intégré, mais en même temps, si vous avez un statut de bienfaisance, puis là, je vais en parler à l'autre atelier, il y a des restrictions. Donc, que ce soit dans la loi de Revenu Canada pour les organismes de bienfaisance ou les organismes à but lucratif d'un bout à l'autre du pays, parce que les lois dans les provinces, territoires et même fédérales sont soit en révision, en refonte, ou ont déjà été révisées dans les dernières années, puis ils essaient de les avoir relativement uniformes d'une région à l'autre du pays. Il y a des articles qui confirment que les organisations sans but lucratif peuvent avoir des activités commerciales, donc vendre des produits et des services sur le marché, tant et si longtemps que l'argent est réinvesti dans la mission. Moi, ce que je vous dirais, c'est que, puis plus de détails au prochain webinaire, j'espère que ce sera notre hameçon, mais c'est que si vous avez un statut de bienfaisance, venez au prochain webinaire parce qu'il y a vraiment, vraiment des petites sonnettes d'alarme qu'il faut en être conscient, mais c'est faisable. Puis tous les autres organismes sans but lucratif, souvent, comme je disais, pour diversifier leurs revenus, pour développer un nouveau programme et service, plusieurs se transforment de plus en plus en devenant de plus en plus entreprenantes, puis ça ne change rien. Ils vont peut-être dans le cadre de leur planification stratégique, et ça n'affecte pas leur statut légal, leur constitution
c'est peut-être là qu'ils vont, dans leur mission et dans leurs objectifs stratégiques, nommer que maintenant, ils ont des activités entrepreneuriales de quelque corde que ce soit. Souvent, c'est mieux que ça soit présenté là parce que les membres, au moins, sont informés à l'Assemblée générale annuelle que l'organisme est en train de se transformer et comment elle se transforme, cet organisme-là. Il y a juste une autre petite question. Il y a la transformation, donc de l'officialiser, puis j'aime beaucoup là, les deux endroits utilisés au niveau de la mission puis de la planification stratégique. Mais dans le contexte que nous autres, je vais prendre l'exemple l'Unité Théâtre, qu'on a une association ici, elle vend déjà des billets. Oui. Donc, cette OSBL-là, cette association-là, dans le fond, est une entreprise d'économie sociale sans même le savoir. Exactement. Et c'est ça le problème. C'est pourquoi que moi, je multiplie les sessions d'information, les webinaires, les inscriptions sur Facebook et tous les médias sociaux de ce monde. C'est qu'à peu près 85% de tous les organismes sans but lucratif francophones, parce qu'on n'a pas eu le choix, on était souvent sous-financés comparativement à nos homologues anglophones plus. Donc, on a eu à développer d'autres façons d'aller lever des fonds. Puis oui, on fait de la levée de fonds plus traditionnelle via le don et tout ça, mais plusieurs vendaient déjà des choses sur le marché. Donc, plusieurs sont des entreprises sociales sans le savoir. Ce qui est plate, à défaut de dire c'est chiant, c'est quand on ne sait pas qu'on est une entreprise sociale, c'est qu'on manque peut-être des opportunités d'aller chercher de nouveaux appuis qui ne font pas juste qu'appuyer le développement de la communauté, mais qui sont intéressés à appuyer les entreprises sociales qui ont un impact social dans la communauté. Et là, ben, quand on se réveille, puis qu'on dit, ben, hey, wow, on a une mine d'or, dans le fond, on a déjà à l'intérieur de notre structure une façon de générer des revenus, comment on pourrait le faire plus pour développer notre autonomie financière? Parce que les organismes, quand on fait de la vente de services et de produits, puis qu'on lève des fonds, on est maître de gérer ces fonds-là. Il n'y a pas un gouvernement qui va nous dire, quand on écrit une subvention, on dit on va faire du bleu, il faut faire absolument du bleu. Si tu fais du orange, le gouvernement ne te refinancera plus jamais et tu vas peut-être être sur sa liste noire. Mais quand tu lèves ton propre argent en vendant des services et des produits sur le marché, tu as une autonomie. Cet argent-là, les membres de l'organisme peuvent décider vont l'investir. Est-ce qu'ils vont l'investir pour créer un nouveau programme, un nouveau projet que d'autres partenaires ne veulent pas investir, mais vous trouvez ça important dans votre communauté? Vous avez le pouvoir de décider ça. Et comme je disais tout à l'heure, puis il y a plein d'autres structures, hein. Il y a beaucoup de monde, surtout en francophonie, puis c'est pas pour nous taper sur les épaules, mais très souvent, les francophones, on a réussi, tout en respectant les lois, il faut les respecter, et les règlements, on a réussi à innover, puis ça depuis très, très, très longtemps, en créant d'autres formes d'entreprises collectives. Puis il y a même des organisations sans but lucratif qui appartiennent à une autre entité qui est l'entreprise sociale, pour vraiment distinguer les missions distinctes, même si elles sont complémentaires, tout en s'assurant que l'une va faire de l'argent puis que l'argent va être investi dans la mission de l'autre. En tout cas, on a plein de beaux exemples, mais tu as raison, Patrice. Moi, je te dis, tellement d'entreprises, d'organisations qui ne le savent pas qu'ils le sont, puis c'est à peu près, dans les chiffres d'Imagine Canada et autres, ça frôle le 80-85%. On représenterait l'ensemble des entreprises sociales du Canada, à peu près 8% du PIB canadien. Donc, ça, c'est pas tel côté qui le dit, là, c'est Imagine Canada. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci beaucoup. Donc, vu qu'il n'y a pas d'autres questions, n'oubliez pas, le prochain webinaire est le 15 octobre sur Patrice, la structure et la gouvernance des entreprises sociales. Il y aura une présentation un petit peu plus succincte pour vraiment avoir un dialogue avec les gens puis qu'on puisse aller plus dans le fond. Donc, si vous revenez ou s'il y a d'autres gens de vos organisations, de votre communauté qui viennent, dites-leur, amenez vos questions vraiment précises et on prendra le temps de bien y répondre. Je profite de l'occasion pour remercier mon collègue et ami Julien Jérémy du CCO, qui est le partenaire francophone dans l'ensemble de ces webinaires-là francophones. Merci beaucoup, Julien, et merci à chacun et chacune d'entre vous d'avoir participé à ce webinaire. Et aidez-nous à promouvoir, parce que Patrice, il y en a tellement qui le sont sans le savoir. Imaginez si elles le savaient, comment ils pourraient améliorer leur pratique, être plus rentables, générer plus de revenus et avoir plus d'impact dans leur communauté. Et à l'étape du 29 octobre, financement et investissement, on va vous montrer à peu près 70 sources de financement, à part Patrimoine canadien, puis Ressources humaines, puis Services Canada, que tout le monde connaît, puis Industrie Canada. Il y en a 70 autres sources de financement qui peuvent soutenir à différentes étapes de développement, comme Julien vous a présenté tout à l'heure, le développement, la gestion et la croissance des entreprises sociales.